Donc le but de la dynamique, c'est de réduire de plus en plus le maraîchage pour tendre vers l'arboriculture, la pépinière de fruitiers et la gémothérapie. Donc en fait, travailler de plus en plus avec des arbres et des plantes pérennes, un peu comme un écosystème chez nous, quoi, où il y a une succession naturelle qui fait qu'il y a des plantes pérennes annuelles au début et on tend vers la forêt, quoi. On essaie de vivre avec l'évolution de l'écosystème. Il y a un moment donné où quand tu fais pas les choses avec plaisir, ça marche pas, quoi. Sur le court terme ou sur le long terme. Mais dès lors que tu t'inscris dans une dynamique où tu as l'impression d'être au bon moment à la bonne place, de faire la bonne chose, tu remplis ta fonction dans l'écosystème, que ce soit au niveau du territoire, au niveau de la ferme en elle-même, au niveau de la production, et ben tu es beaucoup plus précis en fait dans tes gestes. Et tu fais bien mieux les choses en fait. Donc on a planté, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 2 km de haies sur la ferme. Sur 3 hectares, ça fait pas mal. Plus on a tout redécoupé en haies fruitières au milieu, plus toutes les parcelles en agriculture syntropique, où là il y a une ligne d'arbres tous les 2,50 m ou 5 mètres. Depuis qu'on s'est installé, on voit beaucoup plus d'oiseaux, on voit beaucoup d'amphibiens, de reptiles, des hérissons, des serpents aussi. Ça te rend autant heureux de voir un serpent que d'une petite mamie qui te dit que tes tomates c'est les meilleures du marché, quoi. C'est le même petit truc qui te fait, ton petit cœur il fait miaou. Cette envie-là, quoi, ce qui nous porte, c'est créer un lieu de vie, de lien et de réconciliation. J'ai eu une petite baisse de forme ces derniers jours. Je mets beaucoup d'énergie en ce moment à terminer d'écrire le livre de l'école d'agroécologie voyageuse et je n'en avais plus beaucoup pour monter un podcast. Et puis je me suis souvenu de cet enregistrement utilisé pour la vidéo de la ferme des Mawajites que j'ai réalisée pour Ferme d'Avenir il y a plus d'1 an. J'avais dû couper pas mal de passages pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et puis en fait, je me suis souvenu qu'il me restait cet enregistrement. Quelle joie immense j'ai ressenti à l'idée d'en faire un podcast. Bah ouais, la ferme des Mawajites fait partie de ces lieux où mon cœur déborde dans ma poitrine. L'interview est différente des autres épisodes car j'aborde les piliers de l'agroécologie à la ferme en me basant sur l'outil La Fleur de l'agroécologie développé par Ferme d'Avenir. Cette interview a été enregistrée en janvier 2023. Depuis, plusieurs choses ont changé à la ferme des Mawajites et notamment un nouveau maraîcher, Bart, est arrivé pour reprendre l'activité maraîchère, ce qui permet à Grégoire et Tonio de s'adonner à leur passion première, les arbres. Et un restaurant a ouvert cet été à la ferme. J'en profite pour vous glisser à l'oreille que Grégoire a le projet de planter une nouvelle parcelle d'agroforesterie syntropique et a lancé un financement participatif pour que vous puissiez le soutenir. Vous avez jusqu'au 4 avril 2024. Et si une terre gersoise fatiguée par de trop longues années de travail du sol pouvait être transformée en verger d'oliviers, grenadiers, luxuriants, imitant les processus de la forêt, afin de produire des fruits de qualité, sans intrants ni traitement. Alors cette fois, plutôt que de me soutenir sur Tipeee, évidemment vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, mais je vous invite vraiment à aller soutenir Grégoire sur Bluebees. Tous les liens sont en description de l'épisode. Je vous laisse en compagnie d'un paysan dont je suis complètement fan, Grégoire Servant. Bonjour Grégoire Servant. Bonjour Opa. Tout d'abord, merci de m'accueillir sur ta ferme et de prendre le temps de partager ton expérience avec les porteurs de projets ou d'autres agriculteurs, agricultrices qui regardent cette vidéo. Pour commencer, peux-tu te présenter et présenter la ferme des Mawajites ? Oh oui. Alors je m'appelle Grégoire, j'ai 28 ans. Je suis installé ici, on a monté la ferme il y a maintenant 5 ans. Donc on a commencé à bidouiller en 2017 et je me suis installé officiellement en tant qu'agriculteur le 1er avril 2018. Voilà. Wow. Et je suis de formation d'ingénieur agronome. Pas à Grenoble, hein, d'ingénieur agronome. Je suis sorti d'études en 2015, je crois, un truc comme ça. Et donc j'ai fait l'ISARA à Lyon,
Et après, j'ai fait un double diplôme au Brésil pour me former plus sur l'agroforesterie et l'agriculture en milieu tropical, on va dire. Donc voilà mon cursus assez classique universitaire d'ingé agro, complété, on va dire, d'autres expériences beaucoup plus pratiques en milieu tempéré ou tropical. Voilà. Et donc toutes ces expériences m'ont mené au fait que je voulais être agriculteur. Et ça s'est fait de manière de manière très très fluide et très spontanée en fait. C'est pas, je veux monter un collectif, je trouve un collectif, je trouve un lieu. C'est une rencontre avant tout. Donc un de mes associés actuels qui s'appelle Guillaume. Donc on s'est rencontrés en 2017. On a commencé un grand potager ensemble pour se marrer, pour bien bouffer. Et on a produit beaucoup trop de légumes. Du coup on a commencé à en vendre un petit peu sous le manteau. Et voilà. Et du coup, l'année après, en 2018, on s'est installé. Et donc dans une dynamique de maraîchage, dans un premier lieu, ce qu'on continue toujours avec d'autres ateliers. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la ferme, c'est 3 associés, Guillaume et moi-même, et Antoine qui nous a rejoint il y a 1 an et demi maintenant. Donc une sacrée triplette. Et on travaille ensemble tous les 3. Donc on a créé un GAEC en fait avec Guillaume en 2021 et là Antoine est arrivé un peu après et du coup pour l'instant on se laisse le temps de mieux se connaître professionnellement, de voir si on va sur la même vision, la même envie, travailler ensemble sur le long terme, mais on sait qu'à peu près tout va bien se passer. Du coup le but c'est de l'intégrer dans le GAEC assez prochainement. Voilà, donc aujourd'hui on produit beaucoup de légumes, c'est le cœur de la ferme pour l'instant. En termes de chiffre d'affaires et de temps de travail. Je dirais que la moitié du chiffre d'affaires c'est ça, avec un temps de travail plus que la moitié. Donc là on se dit ah ouais, le maraîchage c'est quand même intense. Donc on produit beaucoup printemps, été, automne. On n'est pas très primeur au printemps parce qu'on a d'autres activités, mais beaucoup en été et pas mal à l'automne. Donc beaucoup de variétés différentes, beaucoup d'espèces différentes tout au long de cette saison-là, avec une commercialisation beaucoup sur la ferme, ce qui nous tient beaucoup à cœur, la vente directe, qui est le mardi soir et le vendredi soir sur la ferme, avec beaucoup d'autres produits qui sont vendus aussi, qui viennent de chez nous, de copains en agroécologie du coin. On vend également sur un gros marché du Gers qui est à Saint-Matan, lundi matin. Et on vend aussi à des festivals, des restos, des collèges, lycées, pour tout ce qui est un peu plus du semi-gros on va dire. Tu vois, quand tu as des grosses quantités de tomates en été, beaucoup de melons, de la pastèque ou de la patate douce, des trucs comme ça quoi. Parce que notre ferme est dans le Gers, ça, j'ai pu commencer par ça. Avec un bel ancrage gersois. On est dans le sud-est du Gers, à Saint-Élix d'Astarac précisément. Et c'était la ferme des parents de Guillaume, donc qui est éleveur de poulets et de canards. Donc nous on s'est installé 5 ans après qu'il soit parti à la retraite, donc c'est vraiment transition assez particulière en fait, parce que c'est pas une transmission d'activité, il y a eu quand même un sacré bout de temps pendant lequel il n'y a pas eu d'activité sur la ferme. Voilà, d'où l'accès aux terres assez facilité aussi, on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'est un peu lancé la fleur au fusil quoi, ça a permis un peu ça. Tu peux nous parler un petit peu du contexte pédoclimatique Ouais. Et la surface de la ferme? Bien sûr. Alors en contexte pédoclimatique, on est sur des sols très hétérogènes, assez homogènes d'un point de vue géologique, parce il y a 3 hectares et demi de 3 hectares en matière de SAU, potentiellement utilisables. Donc on est sur la même roche-mère, on a un sol qui est assez homogène au niveau vraiment chimique. Cependant, il y a quand même des terres qu'on a récupérées qui étaient d'anciennes prairies et de parcours de volailles. Donc là, on est à 5% de matière organique, une vie du sol qui tourne très bien, une fertilité qui est vraiment au rendez-vous. Donc on n'a pas besoin de charger, d'ailleurs on charge très peu, on entretient la fertilité du sol et tout se passe très bien sur les rendements, sur la structure du sol, sur pas mal de choses. Et au contraire de terres qu'on a récupérées un peu après, qui elles ont pris 40 ans de grande culture. Donc matraquées physiquement, matraquées chimiquement, donc plus de structure, une vie du sol à peu près absente quand on les a récupérées. Et donc là voilà, un sacré ouvrage de remise en vie de ces terres-là, à coup de pas mal d'intrants pas du tout massifs, donc c'est pas trop la dynamique qu'on a prise.
mais au bout de quelques années quand même, tu commences à en avoir mis un petit peu au bout d'un moment avec les paillages et tout. Beaucoup de couverts végétaux pour reprendre une bonne structure et beaucoup d'arbres aussi, voilà, pour remettre un petit peu la fertilité du sol au premier plan. Donc voilà, un parcellaire assez hétérogène, dû à sa dégradation intérieure. Ouais. Mais des sols avec des gros potentiels quand même. On est sur des sols assez limono-argileux, une texture très équilibrée. Ouais. Ça se passe très bien quand on fait les bonnes choses, quoi. Alors, respire un bon coup et partage-moi une phrase qui... Et juste, je n'ai pas du tout présenté la ferme en fait, je parlais que du maraîchage. Tu peux présenter la ferme et ensuite me donner une phrase qui représente la philosophie de la ferme. Oh, un Dieu. Ok. Et donc, les activités sur la ferme, donc principalement maraîchage, en effet, avec pas mal de temps de travail sur le thématique maraîchère et une bonne partie du chiffre d'affaires aussi. Du maraîchage pas mal plein champ et sous serre aussi de plus en plus. En non-travail du sol le plus possible. On a des terres très hétérogènes, comme je te l'ai dit, du coup il y a des terres où on est obligé d'avoir une petite béquille travail du sol encore, parce que sinon c'est un peu intense. Mais voilà, une immense partie du parcellaire et des itinéraires techniques sont sans travail du sol. Vu qu'on fait tous nos plants de légumes, une immense majorité, et ben on a lancé une activité de pépinière aussi, de plants, qu'on vend entre 10 et 15 000 plants de légumes par an, à des particuliers, un petit peu à des pros aussi, mais pas beaucoup. On a également lancé une activité de pépinière. Pareil, vu qu'on était sur l'autonomie sur les greffes, sur nos fruitiers, on s'est dit, bah allez, banco, on lance une pépinière. Donc maintenant, on vend 1000 fruitiers greffés par an. Et là, on a vraiment commencé à vraiment diversifier l'activité avec des choses un peu plus rares, un peu plus rigolotes, à mélanchier, arognac, cornouiller mal à gros fruits et des choses comme ça. Et le dernier gros bébé, c'est la gémothérapie, qu'on a lancée il y a 3 ans maintenant. Donc une activité de phytothérapie par les bourgeons des arbres et des arbustes. Et là, c'est absolument extraordinaire qu'on arrive à soigner les gens et rééquilibrer des organismes uniquement avec des bourgeons avec lesquels on a coévolué autour de nous. Donc on a créé une marque qui s'appelle Mawagem. Et ça, c'est vraiment en train d'exploser assez fort aussi. Donc voilà. Et donc le but de la dynamique, c'est de réduire de plus en plus le maraîchage pour tendre vers l'arboriculture, la pépinière de fruitiers et la gémothérapie. Donc en fait, travailler de plus en plus avec des arbres et des plantes pérennes, un peu comme un écosystème chez nous, quoi, où il y a une succession naturelle qui fait qu'il y a des plantes pérennes annuelles au début et on tend vers la forêt, quoi. On essaie de vivre avec l'évolution de l'écosystème. Et alors, en une phrase, la philosophie de la ferme, ça serait quoi pour toi? Sans réfléchir trop. Sans réfléchir trop, le premier truc qui me vient, c'est quelque chose comme fais les choses avec plaisir, joie et instinct, et les choses se passeront bien. Tu vois, quelque chose un peu comme ça que moi je me suis bien mouliné le cerveau avec de l'agro pur et dur à bouffer des bouquins, ce qui est très intéressant et que j'adore encore. Hein. Mais il y a un moment donné où quand tu fais pas les choses avec plaisir, ça marche pas, quoi. Sur le court terme ou sur le long terme. Mais dès lors que tu t'inscris dans une dynamique où tu as l'impression d'être au bon moment à la bonne place, de faire la bonne chose, tu remplis ta fonction dans l'écosystème, que ce soit au niveau du territoire, au niveau de la ferme en elle-même, au niveau de la production, et ben tu es beaucoup plus précis en fait dans tes gestes. Et tu fais bien mieux les choses en fait. Voilà. Après tu me poses la question dans 10 minutes, c'est peut-être une autre phrase, hein, mais là c'est ce qui me vient en tête. Sur le volet économique, est-ce que tu peux nous parler de la viabilité de la ferme et des conditions de travail? Quels sont vos résultats à ce niveau-là? Très bonne question, qu'on ne pose pas assez souvent, qui est vraiment fait partie d'une assise de viabilité, de sérénité, quoi. Alors nous, aujourd'hui, nous versons 1 000 € par mois avec Guillaume et Antoine, ce qui est chacun, ce qui est pas trop mal, mais ce qui est pas assez. Nous, notre objectif, c'est de se verser 1 500 € chacun, parce qu'on estime que c'est un travail qui vaut 1 500 € par mois, clairement, et qu'on voit très bien que c'est atteignable aussi. Si on est plus organisé, si on a un outil de travail un peu plus optimisé, l'expérience qui va venir, ça nous paraît tout à fait possible. Voilà pour la rémunération. Et cette rémunération-là, elle nous permet aussi d'avoir quand même un bon backup de trésorerie en cas de coup dur, en cas d'investissement nécessaire aussi.
Donc tu vois, c'est pas on se verse 1000 euros, mais on a le compte avec 1000 euros, quoi. On essaie de garder quand même un petit backup. Donc sur la viabilité économique, je dirais qu'on n'est pas trop mal, mais il y a un gros chemin à faire encore, vraiment. Voilà. Et sur la pénibilité au travail, c'est une vaste question. On fait les choses de mieux en mieux, en tout cas. Tu vois, là, je vois une bâche juste derrière nous. Sur le maraîchage, ça a changé l'ergonomie du travail. C'est-à-dire que quand tu passes ton temps à désherber ou à mettre du paillage organique partout, ta pénibilité au travail, elle augmente drastiquement, quoi. Donc là, le fait de travailler avec des bâches en non-travail du sol, ça fait chuter ton temps de travail, ta pénibilité. Là, on a acheté un petit tracteur pour trimballer de la matière organique en tracteur. Tu fais plus la brouette, donc c'est un peu plus de pétrole, mais ton dos il te dit merci et ton temps de travail aussi. Donc on est vraiment c'est vraiment des questions qu'on se pose de plus en plus. Au début, on était un peu fleur au fusil, t'es jeune, on fait tout à la brouette, on s'en fout, on finit à 20h, tout va bien. Là, on se rend bien compte que c'est pas viable sur le long terme. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte de plus en plus dans nos réflexions, dans nos choix. Tu vois, on avait des planches de 1,20 m, maintenant on fait des planches de 1 m, voire de 80 cm, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus agréable. Pas mal de choix comme ça, vraiment assez importants. Et le choix aussi de passer de plus en plus sur la gémothérapie et la pépinière, parce que c'est beaucoup moins physique au niveau du corps, en fait, aussi, tout simplement. Le métier de maraîcher, c'est un sacré travail, quoi. Le choix de la vente à la ferme aussi. Tu ramasses tes légumes, tu les mets dans une caisse, tu les mets directement au magasin. Tu vois, t'as pas à trimballer, on fait pas 3 marchés par semaine où tu ramasses, tu mets dans ta voiture, tu décharges, tu vends pas tout, tu redécharges. C'est fou, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on prend en compte de plus en plus. Même s'il y a beaucoup de choses à améliorer encore. On prend des congés. Aujourd'hui, on doit prendre... Là, on prend tous 3 mois... 3 mois. Ça, c'est mon cœur qui parle. On prend tous 3 semaines de vacances en hiver. Tu vois, moi, en janvier, je pars 3 semaines. Tony aussi, Guigui va partir aussi. Et après, on prend 2-3 semaines printemps, été, automne. Soit des week-ends de 3-4 jours cumulés, ça fait 3 semaines. Soit partir une semaine en juin, une semaine en août. Et... En gros, je dirais qu'on prend 6 semaines de vacances par an. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est cool, c'est super cool. Et les week-ends, on bosse jamais les samedis. Et là, vu qu'on a ce marché-là cette année, pour la première année, le lundi matin, ça veut dire récolte le dimanche après-midi. Donc il y en a un qui s'y colle le dimanche après-midi. Donc très souvent, on a notre samedi, dimanche matin. Voilà. Et parfois, du coup, le dimanche après-midi aussi. Okay. Mais ça arrive que celui qui bosse le dimanche après-midi, il prenne le mercredi matin, tu vois. Ou... En gros, on a souvent 1 jour et demi de pause par semaine. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la résilience connectée à l'autonomie de la ferme ? Oui. Alors, c'est lié en fait, c'est que la résilience passe par l'autonomie, je pense. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a mis le doigt dessus très très vite. Beaucoup plus vite que l'ergonomie au travail. Parce qu'en fait, pour des questions d'argent au début, en fait, nous, on s'est installé sans capital, sans emprunt, sans crédit. Donc à un moment donné, tu fais un peu tout au système D et tu fais un peu tout toi-même parce que tu peux pas te permettre d'acheter tout, ça fait trop de charges, quoi. Donc nous, on est très très autonome. Enfin, je pense qu'on est très autonome sur pas mal de choses. On fait presque tous nos plants, on fait toutes nos greffes, on achète très peu d'engrais, tu vois, de tourteaux de ricin ou de sang séché en bio. On fait pas de traitement. Donc on est quand même assez autonome là-dessus. On fait de plus en plus de récoltes de graines, même si c'est encore assez léger. Donc là où on n'est pas autonome, c'est le terreau. Ça, c'est un gros sujet que j'ai pas encore creusé parce que je sais que c'est compliqué. Je mets un peu des œillères pour l'instant, mais je sais qu'il faudra s'y pencher à un moment donné. Le terreau, les graines, on achète quand même pas mal de graines pour l'instant. Mais le jour où c'est plus possible, ça coûte trop cher, où il n'y en a plus accès, on a quand même eu un bon savoir-faire derrière pour le faire. Donc on sait qu'on a cette béquille-là encore. Le pétrole, forcément. On a un tracteur, on utilise du pétrole. Les bâches, on est quand même, on n'est pas du tout zéro pétrole, pas du tout. Même si on fait vraiment gaffe. Voilà, c'est un petit peu ces trucs-là on fait le maximum jusqu'à 80% et les 20% qui restent, ça ferait baisser vraiment soit notre trésorerie, soit ça ferait augmenter drastiquement notre temps de travail. Du coup, on est encore dans ce ventre mou un peu là sur 2-3 trucs. Combien de pétrole sur la ferme utilisé ? On n'utilise pas beaucoup, on utilise une cuve de 800 litres par an. Sachant qu'il y a le papa de Guigui qui en prend un peu.
Donc tu vois, c'est 20 pleins de voitures par an, quoi. Ah, j'estime que c'est assez honnête, quoi. Ça reste notre outil de travail, quoi, tu vois. C'est ça qui est dans le milieu agricole aussi, tout le monde est hyper exigeant là-dessus. Putain, dans le milieu industriel ou dans le milieu des services, tu vas pas dire à quelqu'un là, cette machine, elle consomme combien? Ah ouais, tant ça, d'accord, faut l'arrêter cette machine. Tu sais. Il y a ça aussi, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut gagner notre vie, pas trop travailler. Voilà. Donc, en tout cas, nous, c'est la philosophie qui nous porte, c'est faire au mieux tout en gardant un bon revenu et en travaillant pas trop. Voilà un petit peu, j'ai envie de te dire. On achète les porte-greffes parce que, pareil, c'est un travail qui est assez conséquent, c'est un autre boulot pour nous. Pour l'instant, on les achète. Voilà, on récupère nos greffons, on fait de plus en plus toutes nos boutures sur les petits fruits et tout. Voilà. On achète la bière encore, on n'est pas autonome là-dessus. Gros problème. Qu'est-ce qui montre que ta ferme est performante sur le volet, votre ferme est performante sur le volet environnemental? Quelles sont les actions mises en place? Alors, il faut différencier déjà action et résultat, quoi. C'est deux choses différentes. En termes d'action, on fait tout ce qui est possible ou ce qui nous semble chouette de mettre en œuvre pour la biodiversité. On a planté énormément de haies. Donc, Guillaume, mon associé, a bossé 8 ans à Arbre et Paysage 32. Donc lui, autant te dire que les haies, c'est au cœur de sa philosophie et moi aussi. Donc on a planté, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 2 km de haies sur la ferme. Sur 3 hectares, ça fait pas mal. Plus on a tout redécoupé en haies fruitières au milieu, plus toutes les parcelles en agriculture syntropique, où là, il y a une ligne d'arbres tous les 2,50 m ou 5 mètres. Donc on travaille très très peu les sols. On fait beaucoup de couverts végétaux, on a beaucoup de parcelles en pré-off avec des rotations avec des petites prairies aussi, des choses comme ça. Donc voilà, sur la biodiversité, on est quand même assez... c'est vraiment très important pour nous. On a mis pas mal de perchoirs sur la ferme. On a installé il y a 2 grandes mares, bientôt 3. Donc il y a quand même pas mal de zones humides au milieu de la ferme. On a mis en place avec des étudiants de BTS GPN des petits lieux pour les reptiles, pour les amphibiens. Il y a pas mal de zones, quelques zones qui sont en roncier aussi autour de la ferme, je trouve ça super important. Donc voilà, on essaie de trouver un compromis toujours pareil entre maximiser la biodiversité et garder un outil de travail assez ergonomique et performant et pas avoir du bordel partout. Enfin du magnifique bordel qu'est le vivant, mais du truc assez structuré. Et voilà, et après dans les résultats, on voit de plus en plus de choses, quoi. Et ça c'est un vrai bonheur. Depuis qu'on s'est installé, on voit beaucoup plus d'oiseaux. On voit beaucoup d'amphibiens, de reptiles, des hérissons, des serpents aussi. Et ça, c'est un vrai plaisir au quotidien, quoi. C'est une vraie récompense, quoi. Ça te rend autant heureux de voir un serpent que d'une petite mamie qui te dit que tes tomates, c'est les meilleures du marché, quoi. C'est le même petit truc qui te fait ton petit cœur, il fait... C'est un peu pareil, quoi. Donc c'est chouette, quoi. Ça se passe bien. On pourrait faire plus, je pense, notamment en faire encore plus d'associations de culture, vraiment avoir 0 parcelle nue, 0 jour dans l'année où tu finis ta culture de salade, tu as direct t'as semé un trèfle juste avant, ou aller encore bien plus loin, notamment pour la biodiversité du sol. Mais voilà, chaque chose en son temps aussi. On a bossé sur plein de choses encore, quoi. Et au niveau des sols, est-ce que tu vois qu'ils s'améliorent? Oh oui, grave. Donc sur les sols dont je te parlais en début, où on est arrivé sur des prairies, là ça tournait assez bien de suite, donc ça tourne encore mieux aujourd'hui, et vraiment c'est assez fou, quoi. Ça tourne très très bien, on a des très beaux rendements, on fait 0 traitement, on fait un mini apport starter à la plantation de tourteaux de ricin, mais c'est plus pour les mulots que pour le côté azote. Ça tourne super bien. Mais on a un tout gros taux de matière organique. On doit être à 4-5% sur des parcelles qu'on n'a pas touché depuis le début. Parce qu'on n'a pas des gros taux d'argile non plus, donc on ne va pas avoir des taux de matière organique à 8%, quoi. Et après, sur des parcelles qu'on a récupérées très dégradées, ça va beaucoup mieux qu'avant. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Franchement, c'est top, quoi. Le sol est beaucoup plus léger. On voit beaucoup plus de lombriques, une population de lombriques qui a explosé. Là, les turicules en ce moment, c'est vraiment la teuf, quoi. C'est fou. Plein de petites bébêtes que moi je connaissais pas trop, que j'apprends à découvrir, qu'on ne voyait pas avant. Une flore spontanée qui a totalement évolué. Avant, on était sur de la piquerie, du sénesson, de l'helmincie. Là, il y a vraiment beaucoup de trèfle qui est arrivé. Il y a pas mal de pissenlits, de plantains. Donc tu te dis, bon, on va dans la bonne direction, quoi. C'est pas encore gagné, mais on voit que le sol,
vit mieux, quoi. Il gère beaucoup mieux les excès d'eau, il vit beaucoup mieux les sécheresses. Rôle de la matière organique, encore une fois, quoi. Donc, et les rendements sont plus au rendez-vous qu'au début, donc beaucoup de petits indicateurs qui sont ouverts, quoi, qui font plaisir. La vie est au rendez-vous, pas uniquement sous le sol, mais au-dessus. Ah oui. Donc on peut passer au volet social. Oh avec, oui. La grande quantité d'êtres humains qui bénéficient des Mawajites. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'impact social de votre ferme ? Oui. C'est assez fou ce qui se passe. Nous-mêmes, on a un peu du mal à le réaliser, en fait, pris dans notre saison un peu, mais c'est assez fou. Nous, on organise pas mal de choses sur la ferme. On a vraiment envie d'avoir une ferme très très vivante et que la ferme, en fait, ne nous appartienne pas vraiment que à nous, tu vois. Que ce soit un lieu très ouvert où chacun puisse proposer quelque chose en disant, bah là, mercredi, j'aimerais bien faire une initiation à la lactofermentation. Est-ce que je peux envoyer un mail à tous les adhérents ? Oui, tu vois, c'est vraiment un lieu qui est super ouvert là-dessus, très spontané. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a le GAEC et en parallèle, on a créé une association qui s'appelle l'association des Mawajites, dans laquelle il y a un conseil d'administration et plein de bénévoles, plein d'adhérents, adhérentes. Cette année, il y a 350 adhérents, adhérentes, je crois. Et donc, on a une grosse saison culturelle. On organise plein de choses. Donc, de début juin à mi-septembre, il y a un événement par semaine. Donc, une semaine sur deux, il y a une soirée tapas, le vendredi soir, où il y a 150 personnes. On fait à manger avec tous les légumes qu'on récolte sur la ferme, évidemment. On travaille avec des amis qui font du porc, qui font des produits laitiers, qui font des œufs juste à côté, du miel. Vraiment, c'est le but, en fait, de faire redécouvrir aux gens pas mal de produits de qualité qui sont juste à côté de chez eux et de partager des moments ensemble. Nous, on est vraiment dans cette envie-là, quoi. Ce qui nous porte, c'est créer un lieu de vie, de lien et de réconciliation. Tu vois, c'est pas être dans le clivage, quoi. C'est pas être le gentil, enfin le mauvais chasseur, le méchant agriculteur qui met du glypho. Enfin, tu vois, je ne pense que ça ne mènera à rien et que c'est pas dans le clivage qu'on arrivera à trouver des solutions. Donc d'organiser un banquet gaulois avec 400 personnes, où tu as les chasseurs qui font 7 sangliers à la broche, où tu as des personnes incroyables en cuisine qui font un repas mais délicieux, quoi, avec les légumes de la ferme, avec de la bière locale, etc., où tout le monde est autour d'une table et ça parle chasse, ça parle vegan, ça parle bio, pas bio. En fait, c'est là où tu te rends compte qu'on est tous des êtres humains, quoi, et qu'on veut tous aller dans le même sens, quoi. Et donc il y a une espèce d'émulation autour des Mawajites dans le territoire qui est assez forte, quoi. Qui, nous, on a du mal à percevoir parce qu'on est dedans au quotidien, mais ça rayonne de plus en plus sur tout le territoire, pas mal dans le Gers, et c'est assez fou, quoi. C'est assez fou. On organise des événements avec plein d'autres associations du coin, Arbre et Paysage 32, avec l'ADR, qui sont des superbes associations aussi. Là, il y a 2 semaines, on a Terre de Liens qui a fait une conférence ici. Et voilà, après, ça s'ouvre à d'autres choses très culturelles. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de ramener beaucoup de culture dans les milieux un petit peu ruraux isolés. Parce que ce cliché de « Ah non, mais les paysans, ils aiment pas la culture », c'est juste, faux. C'est bien sympa 2 secondes, mais c'est faux déjà, tout simplement. C'est que, voilà, nous, à chaque fois qu'il y a un événement ici, il y a soit une sortie de résidence d'artistes, soit un concert, soit un théâtre de rue. Tu vois, c'est vraiment recréer du lien autour de l'art et la culture aussi. Ce qui nous semble super important aussi. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la transmission de savoirs clés en agriculture, agroécologie ? Est-ce que vous jouez un rôle là-dedans ? On essaye. On est une ferme qui est très sollicitée en termes de stage, apprentissage, woofing, partenariat. Et on trouve ça génial, en fait. On trouve ça super. Nous, on adore recevoir du monde. C'est vraiment, on adore ça. On a pas mal de monde tout l'été surtout. Au printemps de plus en plus avec les plants, les greffes. En fait, ça dépend de ce que les gens ont envie d'apprendre aussi. On leur dit, vous voulez apprendre à greffer, venez début mars. Vous voulez faire du maraîchage, venez dans la saison de maraîchage. Donc on adore cette transmission qui est vraiment bilatérale. Tu vois, c'est vraiment pas que nous, il y a des gens qui viennent, on leur apprend des trucs. C'est que nous, on n'a plus trop le temps de bouger aussi. Donc il y a des personnes qui vont dans différentes fermes, ils arrivent ici, ils nous disent chez eux là-bas, ils plantent les poireaux comme ça. Ah ouais, mais trop bien en fait, quoi. On va faire comme ça, on va essayer. Donc c'est un peu à double sens. C'est super. D'où un partenariat qui me tient vachement à cœur avec l'école d'agroécologie voyageuse. Parce que c'est tellement un beau projet et ça a tellement de sens pour nous qu'on est très heureux d'en faire partie, d'être une ferme partenaire du réseau.
de soutenir cette belle initiative et que nous, ça nous apporte beaucoup aussi. C'est qu'on sait que c'est des gens qui arrivent déjà avec un bagage technique agronomique qui est très chouette. C'est des personnes humaines qui ont une sensibilité au vivant. Donc forcément, ça fait des très belles rencontres. Et en plus, on apprend plein de choses. Donc c'est top. Donc ouais, on est vraiment dans une transmission. Que ce soit sur le côté agronomique, technique, mais aussi sur beaucoup d'autres choses. Merci Grégoire. Où verrais-tu des marges de progression ? Est-ce que tu as des pistes d'évolution dans les pratiques de la ferme en 1 minute ? Ouais, à la piste, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup. C'est une vraie station de ski. Alors, la piste noire, la piste noire, c'est là où vraiment on va bosser de plus en plus. Et on a besoin, c'est le premier point qu'on a abordé, c'est ce binôme-là, viabilité économique et ergonomie de travail. C'est de gagner plus en travaillant moins et en se faisant moins mal au dos et en ayant moins de charge mentale. Ça, c'est un truc auquel qu'on parle très peu souvent. Se faire mal au dos, c'est une chose, on s'y attend tous. Se réveiller la nuit parce que putain, est-ce que j'ai éteint l'arrosage, putain, il ne faut pas que j'oublie de commander le porte-greffe, putain, il y a cette commande-là de courge demain. Ça, c'est vraiment autre chose, quoi. Et c'est beaucoup plus intense, en fait. Donc, il y a vraiment ça, donc être mieux organisé. On se rend compte que plus on est organisé et plus on a une communication belle et exemplaire forte au sein de l'équipe, plus on se répartit les tâches et plus tout le monde est serein. Parce qu'on se fait tous confiance, en fait. Donc, juste que c'est con si on est 3 à penser à un truc alors qu'on pourrait être tout seul, un petit truc tout bête à gérer, tu vois, ça prend de la place dans le disque dur pour rien. Donc il y a vraiment ça. En fait, nous, là, le vrai objectif des prochaines années, des prochains mois, c'est être encore mieux organisé pour avoir encore plus de marge de liberté. Tu vois, ce truc-là, d'avoir un cadre assez solide sur lequel on se repose pour en fait être plus serein sur des marges de flexibilité, que ce soit des expérimentations ou des choses comme ça. Ça, c'est super important pour nous dans les prochains temps. Là, il y a un gros progrès à faire parce qu'on est vraiment trop à la route sur 2-3 trucs. Voilà, ça c'est vraiment ce binôme-là. Donc, et inventer des outils ou des itinéraires techniques pour faire les choses plus vite et mieux, clairement. Je dirais ça, et tout en diminuant les charges et viser une autonomie de plus en plus forte. Pourquoi pas penser à faire notre terreau, récolter de plus en plus nos graines, tu vois, pour baisser les charges, pour être de moins en moins tributaire de l'augmentation du pétrole, de pénurie qu'il pourrait y avoir potentiellement. Ça nous tient beaucoup à cœur aussi. C'est un des gros points à travailler. L'autre, je dirais, c'est le côté, ça rejoint un peu ça, mais le côté pétrole, quoi. Moi, ça me tient à cœur particulièrement en tout cas, de se poser la question, quoi. Tu vois, et de vraiment tout faire pour baisser notre utilisation du pétrole, parce que c'est pas infini. Donc, d'un point de vue éthique, déjà, essayer de s'en passer. Et d'un point de vue stratégie entrepreneuriale, quoi. Moins on utilise de pétrole, plus on sera résilient, quoi, c'est sûr. Voilou, je dirais ça. Et après, toujours en agro, il y a toujours des milliers de choses à travailler, quoi. Tu vois, d'avoir des légumes sous couvert permanent, de mettre encore plus d'arbres, de viser de plus en plus l'autofertilité, avec beaucoup de couverts d'été, avec de plus en plus de trognes partout pour faire notre propre BRF. Tout ça, ça nous tient vachement à cœur aussi. Et là où ça serait chouette aussi, c'est qu'on arrive de plus en plus à mesurer et à monitorer nos progrès. Tu vois, commencer vraiment à regarder sur une planche de 20 mètres, on sort tant de kilos de betteraves. L'année d'après, on en sort tant, on a changé l'étiquette, regardez ça. Regardez le brix des plantes, leur pH, le taux de nitrate, pour voir comment ça se passe au niveau du sol aussi. Moi, ça me tient beaucoup à cœur. Par ma cursus un peu académique d'agro, tu vois, de toujours être un peu plus précis sur ça, quoi. Ça ne veut pas dire de tomber dans la névrose de tout mesurer, quoi. Bien au contraire, mais utiliser un peu ça, quoi. Eh ben, un grand merci pour ce temps que tu nous as consacré. Avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais en une phrase un petit conseil ou un mot à dire juste aux personnes qui vont s'installer ? Un conseil ou un petit mot, c'est deux choses différentes déjà. Le petit mot, ça serait « Je vous souhaite tout le bonheur du monde ». C'est une aventure merveilleuse qui vaut beaucoup de choses en fait, quoi. En amont, ça vaut tout ce que les gens disent « Ah mais tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, tu sais c'est compliqué ».
tout est possible en fait, quoi. Il faut juste prendre le temps, bien se connaître. Si c'est un collectif, prendre le temps, bien se connaître soi et bien connaître les autres aussi. Très important, quoi. Un petit mot, c'est que du bonheur. Ce serait ça ton conseil? De prendre le temps, de bien se connaître? Ouais. Mon petit conseil, ça serait pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Parce que je les ai eus et donc je sais ce que ça veut dire derrière. De pas vouloir tout faire en même temps. Parce que j'ai voulu tout faire en même temps et que je sais ce que ça peut amener. Et d'être indulgent avec soi-même. Parce que je ne l'ai pas assez été, je vois où ça mène aussi. Enfin vraiment, c'est ça. On fait tous des choses magnifiques. On peut toujours faire plus en fait. On peut toujours faire plus. On peut toujours faire avoir moins de pétrole à utiliser, avoir des ITK encore plus chouettes, mettre plus d'A. Oui, mais si tu es plus heureux, en fait la boucle est bouclée quoi, par rapport à ce qu'on disait en intro. Si ça te rend plus heureux, parce que ça te fait stresser, t'angoisses, tu es plus heureux de ce que tu fais parce que tu penses à la chose que tu vas faire après, bah ça n'a plus de sens en fait. Tu vois, faut faire les choses avec plaisir et joie au moment où tu les fais. Parce que sinon, ça n'a plus de sens. Je dirais ça. Donc voilà. Avec plaisir. Merci à toi. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.